Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïse Silla, Lami Girassi forment les grandes gueules. Bonjour à tous, nous sommes jeudi 28 janvier 2016. L'actualité retournée dans toutes ses formes, sous toutes ses formes plutôt. C'est le but de cette émission, c'est ce qu'on essaie de faire tous les matins. Vous connaissez les versions jeudi des grandes gueules, c'est jusqu'à 11h30. Nous sommes ensemble donc pour 3h30 d'émission. Vous avez toujours les trois possibilités qui s'offrent à vous pour réagir à nos sujets. GG 8037 ou vous faites le 657 39 13 13 ou vous allez sur la toile sur le www.espacefmguinée.info. Merci de nous rejoindre sur Espace FM et sur le réseau des médias partenaires. On s'intéresse à l'actualité dans cette émission. Crime rituel à Kabylie dans Dubreka où le corps d'une fillette âgée seulement de 4 ans a été retrouvé amputé de plusieurs organes hier près du domicile d'un marabout féticheur. Les habitants de la zone survoltés ont mis à sac le domicile de celui-ci avant d'incendier un véhicule 4x4 qui y était stationné et qui appartenait à un haut commis de l'État. Le marabout féticheur a été mis aux arrêts et détenu depuis hier à la gendarmerie départementale de Dubreka. Dans quelles circonstances ce drame est-il survenu? Nous allons essayer d'en savoir un peu plus. Nous irons du côté de Dubreka pour prendre le témoignage d'un frère de la victime. Il s'appelle Patrice Koivogi. Lui, c'est le ministre Boubacar Bari, connu sous le nom de Big Up, de l'industrie, des PME et de la promotion du secteur privé. Il avait été donné, amputé d'un pied. Faux, rétorque son parti politique, l'UNR, lequel s'est fendu récemment d'un communiqué de démenti. Quelle est la vérité sur l'état de santé du ministre Bari? Quelle lecture fait l'UNR, son parti, de la recomposition en cours du paysage politique guinéen? Nous allons recevoir dans cette émission M. Patrice Camara, il est secrétaire général de ce parti. Des dernières évolutions de l'actualité politique en Guinée, on en parle aussi avec l'autre invité politique, Dr Abdoulaye Diallo. Il est président du MSD, le Mouvement pour la Solidarité et le Développement. Et cette polémique qui enfle toujours autour de la location par un jeune leader politique d'un appartement situé dans une concession au quartier Kaporo dans la commune de Ratoma. Après seulement un mois de location, M. Abdourahmane Bakayoko, président du parti Les Démocrates Guinéens, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est sommé de libérer les lieux. Comment en est-on arrivé là? Nous allons recevoir dans cette émission Madame Maria Makamara. Elle est propriétaire du dit appartement. Merci de rejoindre l'équipe. Ahmed Camara, bonjour. Bonjour. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour. Moussa Moïse, bonjour. Bonjour. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour. Antoine Kourma, bonjour. Bonjour. Pour commencer, on prend la direction de Sandarvelia, Mohamed Camara, où les compteurs prépayés, en tout cas, font désordre. Mais les compteurs de la discorde, finalement, hier, donc, du côté de Sandarvelia, les jeunes, d'accord, du quartier ont débrayé, disons, brûlant quelques pneus, saccageant certains compteurs. Et la raison de cette colère, elle est simple, hein, c'est que EDG aurait posé des compteurs, mais sans avoir informé, disons, les habitants. Mais ce qui les a le plus titillés, c'est que les agents de EDG c'est devenu grimper sur les toitures des maisons et sur les poteaux, ont sectionné purement et simplement des lignes électriques, donc privant de nombreux ménages d'électricité avant de poser les compteurs. Donc en le faisant, ces agents-là ont réclamé les arriérés, notamment de factures, justement de ces ménages. Et ça pose quand même le problème, parce que ça, moi je ne le tiens même pas des populations, je le tiens de sources policières, d'accord? Donc ça pose un véritable problème aujourd'hui, parce que EDG pose ses compteurs. Ce qui est normal, tout le monde savait que ça allait se passer. Mais comment faire d'abord pour recouvrer les anciennes factures? Là, cette question-là n'a pas été résolue. Donc, c'est là où moi je me suis dit que quelque part, on a manqué de méthodologie, mais aussi on a manqué de communiquer, de sensibiliser les populations. Il faudrait d'abord, à mon avis, donner une certaine période d'adaptation aux citoyens, parce qu'à partir du moment où on pose un compteur, il n'y a pas de crédit à l'intérieur. Qu'est-ce que vous dites qu'il n'y a pas eu cette période de sensibilisation? Non, il y a eu une sortie m'étonnerait. Mais non, non. Je pose une question, ça m'étonnerait. Aboubacar, toi-même qui parles. Ça ce matin, et je t'ai dit que ça débrayait du côté de Sandarvelia. Tu ne le savais pas. Parce que tout simplement, eh ben, il n'y a pas
pas eu ce travail-là. Il y a eu une sortie. J'étais quand même tout de même informé depuis des semaines. Toi, tu n'es pas le citoyen lambda. J'étais informé depuis des mois que des compteurs privés allaient commencer à être posés. Je suis désolé. En tête de pont, la commune de Kaloum. Comment ça va se passer? Il faut que ça change dans ce pays-là quand même, Ahmed. Attention, attendez. Les Guinéens sont réfractaires au changement. Oui, parce qu'on pas du tout. Non, nous déplaçons le débat. Les gens voient rouge. Non. Je confirme que l'information est passée. Oui. Ce qui va se passer, les gens savent que ce qui va se passer, c'est que vous ne consommerez désormais que ce que vous payerez. Non, là n'est pas la question, Aboubacar. Là n'est pas la question. Les gens sont réfractaires à ça. Non, attention. Tu ne peux pas jeter comme ça et disons l'opprobre sur tout le monde. Ce n'est pas le cas. Non, écoute-moi un peu. Cette affaire de compteurs prépayés, le président Alpha Condé en a parlé, si vous vous rappelez très bien, depuis 2011. On avait parlé déjà à l'époque de l'importation de 10 000 compteurs, si vous vous souvenez bien. Oui. Mais il a fallu 2016 pour que ces compteurs-là commencent à être posés en Guinée. Le problème est que les populations, encore une fois, je le dis, vous avez vos entrées. C'est vous qui êtes chargé d'informer les populations. Vous avez des informations dont ne disposent pas ces populations-là. La pauvre femme au marché ne le sait pas, ne sait même pas comment ça fonctionne. Je dis qu'il n'y a pas eu suffisamment de sensibilisation. Maintenant, lorsque vous combinez cette opération... Attends. Est-ce que le problème est ailleurs? DDG, Mohamed. Le problème est ailleurs. Non. Ahmed, non, tu me tombes ce matin, Ahmed. Il n'a pas besoin de se rapprocher des DDG. Il faut savoir comment en est-on arrivé quand même à ces compteurs prépayés. Mais pourquoi maintenant couper le courant? Attends, la question est là ailleurs. Tu ne suis pas encore ce qui se passe du côté de Kaloum. C'est qu'on vient simplement couper les populations, alors qu'avant de le faire, habituellement, il y a des avis de coupure qu'on dépose 3 jours avant. Ces avis n'ont pas été déposés. Les populations ne sont pas au courant. On vient, on coupe, on installe le compteur qui n'a pas de crédit et on leur dit, tant que vous n'avez pas payé, d'accord, vous n'aurez pas d'électricité. Donc, ils vont devoir payer 2 fois. C'est pourquoi je dis qu'il aurait fallu un peu de pédagogie. Voilà pourquoi madame la maire de Kaloum hier a été mise à contribution par les autorités de la police pour essayer de calmer un peu les tensions. Je crois que les choses sont rentrées dans l'ordre à ce niveau-là. Mais à mon avis, le ministre chargé de l'énergie doit bien revoir la stratégie parce que là, EDG est en train de se fourvoyer. Plutôt EDG. EDG qui est un nouvel administrateur. Oui, mais tout ça chapeauté par un ministre, bien évidemment. Donc ça retombe sur lui. Donc je dis bien, Mara, je pense que vous avez bien compris maintenant. C'est pourquoi vous-même vous ne discutez plus. Voilà, non, je pense que vous avez bien compris. Comment on peut venir couper les populations comme ça, sans avis, rien du tout. Si vous dites que la communication, s'il vous plaît, vous dites que la communication est passée. Oui, c'est passé à votre niveau. Oui, mais oui. EDG, vous-même, c'est une institution. Vous, à votre qui ne peut pas venir tomber à bras raccourcis sur les pauvres populations comme ça. Il y a une pédagogie en tout. Oui, il y a une pédagogie en tout, mais si la pédagogie n'est pas respectée, c'est ce qu'il faut dénoncer. Justement, c'est ce que nous dénonçons. Oui, parce que nous regardons aussi la télévision nationale. C'est clair qu'on nous dit il y a eu des réunions, il y a eu des conférences, tout ça. On va poser des compteurs, mais au préalable, qu'est-ce qui doit se passer? On n'est pas du tout informé. Oui, j'ai entendu qu'il y aura des compteurs prépayés, mais comment ça va se dérouler? J'en sais rien. Moi-même qui suis assis devant vous, j'en sais rien. C'est pour vous dire que j'ai pas reçu suffisamment d'explications. Et vous dites que non, les Guinéens sont réfractaires aux différentes décisions prises dans ce pays. Non, les Guinéens ne sont pas réfractaires. En voulant poser un acte, il faut poser l'acte dans le sens de la raison. Si ce n'est pas comme ça, je pense que les populations seront tout simplement réfractaires. Je vous prends l'exemple. C'est la voix du peuple dans cette émission. Aujourd'hui, des juristes sont en train de se lever pour dire que même la décision du président de la République concernant les véhicules de plus de 8 ans, que ça devait être soumis à l'Assemblée nationale et que le président a tout simplement pris un décret et dit oui, c'est interdit. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui décident d'attaquer. Il a bypassé la procédure. Il a bypassé la procédure. Alors, vous voulez que les populations acceptent cela? Quand on informe les populations, j'ai dit non. Si les populations sont informées, les populations n'accepteront pas. Donc, il faut respecter la loi. Aux populations aussi de respecter la loi quand c'est respecté. Bien, Ahmed. Moussa Moïse. Ce que je me redis, c'est que le développement qu'on veut pour ce pays, il faudrait qu'on le fasse en respectant les différents paliers. Parce que c'est un cheminement. On ne peut pas décider comme ça parce qu'on a envie d'enseigner le secteur de l'électricité. Encore qu'il faudrait nous expliquer en quoi est-ce que les compteurs prépayés vont permettre de lutter contre la fraude, vont permettre de sécuriser les installations électriques dans les différents ménages, parce que c'est pas donné. Ailleurs en Afrique, on a fait déjà des essais, ça n'a pas marché dans tous les pays africains. Donc chez nous ici, si on veut... comme où? Par exemple...
comme au Sénégal, en Côte d'Ivoire par exemple. Mais je donne pas des exemples. Les grandes gueules. En Côte d'Ivoire par exemple. Donc quand on veut le faire en Guinée, mais ça marche ailleurs aussi. Écoutez, au Gabon ça marche très bien. Quand on veut le faire chez nous, je pense qu'il faut respecter les différents paliers. Vous avez des ménages. Le courant dont on parle, il est relativement stable. Il n'est pas complètement stable. Ça va coûter combien aux pauvres citoyens qui tirent le diable par la queue? Non, écoutez, non, pas du tout. Qui tirent le diable par la queue. Lorsqu'on parle de sensibilisation, le kilowattheure coûte combien, Boubacar? Lorsqu'on parle de communiquer, le kilowattheure coûte combien? Il ne saura pas te le dire. Eh ben voilà. Il ne le sait pas. Lorsqu'on parle de communication, de sensibilisation, c'est pour amener ces ménages à comprendre que les compteurs prépayés ne sont pas là à leur détriment. Mais on ne l'a pas fait. Là, lorsque est déjà communiqué sur les ampoules à consommation assez basse, tout le monde l'a su. Tout le monde, même au village. Les ampoules économiques. Voilà, les ampoules économiques, même au village, on l'a su. Donc à l'époque d'Ablaye Keita, exactement. La communication on prend Sandervalia n'était pas mal. On prend Sandervalia comme il savait ce qu'il voulait. Oui, avec Laye Kouyaté. On dit que Sandervalia, c'est la zone pilote. La zone pilote, d'accord, mais il y a des préalables. Les grandes gueules. Travailler avec les responsables du quartier et aller dans les ménages pour les sensibiliser. Mais il ne faut pas joindre deux choses à la fois parce que vous n'avez pas payé des factures. Donc, on colle deux problèmes et on vous installe ces compteurs prépayés. On vous demande de payer les arriérés, sinon vous n'aurez pas votre courant électrique. Ce n'est pas normal. Le développement est encore une fois des paliers. Il faut aller pas à pas. C'est le cas des véhicules âgés de plus de 8 ans. Ce n'est pas normal. Vous avez des routes qui sont complètement défoncées, qui ne sont pas encore réhabilitées, où il y a des routes qui ne sont pas encore construites. Vous avez également ces histoires de contrôle technique qui ne sont pas encore résolues dans notre pays. Et vous sautez tous ces problèmes, vous allez dire qu'on ne peut pas importer des véhicules âgés de plus de 8 ans, mais qui va rouler dans ces véhicules en Guinée si on impose une telle décision? Il faut respecter les paliers du développement, ça ne se fait pas ici. Il y a des préalables. Ce à quoi on s'attendait, c'était peut-être que le président nous dise comment il souhaitait résoudre la question de la visite technique. Les grandes gueules. Du transport public. Qu'est-ce que vous faites du transport public? Oui, avec la Sotragui qui a été déglinguée, cannibalisée. Elle est en train de mourir de sa mort lente et douloureuse. Maintenant, pas de sa belle mort, de sa vilaine mort. Non, de sa vilaine mort, comme vous le dites. Mais pendant ce temps, où est la société de transport public viable qui puisse aujourd'hui, par exemple, drainer 100 000 Guinéens par heure? Où est-elle? Jacques Lewaleno. Oui, moi je reviens à l'EDG. Il faut quand même dire, j'étais de ceux qui avaient prédit cela, qu'il y a eu des problèmes. Mais je crois la société elle-même n'a pas suivi ce qu'elle avait dit au départ. Au cours d'une conférence, on a écouté l'administrateur qui avait indiqué que déjà un travail préalable avait été fait. Il y a 500 ménages qui avaient été ciblés. Je crois que quand on cible les ménages, la communication doit suivre pour dire clairement à ces ménages-là, c'est vous qui allez servir de cobaye, c'est avec vous on va commencer l'utilisation de ces compteurs prépayés. Donc je ne comprends pas pourquoi ces ménages qui ont été ciblés n'avaient pas été informés et qu'on vienne couper le courant comme on le dit. Et ce n'est même pas ce qui est le seul problème, c'est le fait de réclamer les arriérés. On sait combien les Guinéens ont consommé l'énergie avant. C'est que le courant n'était pas stable. Si on veut obliger aujourd'hui les gens à payer des anciennes factures, je pense que ça va poser problème. Et si c'est comme ça, on veut résoudre ce problème dans toute la capitale, vous allez voir dans les prochains mois qu'il y aura manifestation presque dans toutes les communes. Je crois qu'il faut qu'on sache une chose. On sache une chose. Avant, nous avions des problèmes. Il y a d'abord une nécessité de réhabiliter le réseau. Si le réseau est complètement réhabilité, maintenant, on peut aller à l'installation des compteurs. On réclame de l'argent par la suite. Mais on ne peut pas d'un seul coup demander tout à la fois. Ça ne peut pas marcher. Merci Jacques. Allez-y Antoine pour clore. Je comprends qu'on condamne l'EDG dans sa façon d'agir, mais c'est aussi important, surtout très important, de condamner l'action de ces populations qui généralement agissent par la violence pour se faire entendre. À mon avis, important. À mon avis, attendez, attendez que je finisse. Ce n'est pas une question de foule. Je ne réfléchis pas, la foule agit. Donc, en faisant, il faut je ne suis pas d'accord avec vous, Ahmed Kamara. Ce n'est pas chez une foule qu'on a installé les compteurs prépayés. J'estime que peu importe ce que EDG a eu à faire, on n'a pas besoin d'agir par la violence pour se faire entendre. Quand on n'est pas d'accord, il y a des personnes à saisir pour faire comprendre à EDG que son action n'est pas salvatrice. À mon avis, les compteurs prépayés avant leur arrivée, on a annoncé que c'était comme des téléphones portables. Vous consommez ce que vous payez. Donc, il n'y a pas eu peut-être une large information. Ce que vous consommez. Attendez, vous consommez ce que vous payez.
l'un ou l'autre, vous rechargez. L'un ou l'autre, vous rechargez vos compteurs et quand c'est terminé, à mon avis, il y a eu une information préalable. Il faut que tu te prépares. Il y a peut-être. Attendez, c'est comme les téléphones portables. Vous achetez des cartes que vous payez au niveau de EDG. Les grandes gueules. Et donc, il y a eu une information préalable, peut-être n'a pas été très élargie, mais il y a eu tout de même une information. Il y a deux types de compteurs. Il y a les compteurs prépayés et les compteurs simples. On peut peut-être opter pour les compteurs simples. Là, à ce niveau-là, il n'y a pas peut-être. Non, mais c'est ce qui a toujours fonctionné dans notre. Non, c'est différent. C'est différent. Moi, j'ai pas de compteur chez moi. Les compteurs simples sont différents des compteurs prépayés. Les compteurs simples, il n'y a pas de carte de recharge pour cela. Et donc, on a testé les compteurs prépayés chez plus de 400 personnes. À mon avis, on aurait dû attendre de voir le résultat de ces installations-là avant que la population n'agisse comme elle le fait aujourd'hui. À mon avis, ça ne justifie pas cette violence. Merci. Ahmed, peu importe ce que EDG a fait, on n'a pas besoin de se rendre justice dans ce pays. La violence devient une sorte de qui a été tué, de gangrène. Ça se gangrène. Pourquoi détruire des compteurs? Pourquoi détruire des compteurs? Pourquoi? Attendez. Merci Antoine. Merci. Moi je condamne l'action des citoyens qui agissent par la violence. Merci Antoine. Merci. On t'a bien compris. Allez-y Ahmed. Je condamne la violence. Je suis contre. Je ne veux pas qu'il y ait violence. Mais je dis bien. Quand je dis que la foule agit et que la foule ne réfléchit pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ménages, 20 ménages, ça devient automatiquement une foule. Donc c'est comme ça que la tension naît. Je dis bien, s'il y avait eu communication, comme Léwa l'a dit tout de suite, à la base, les 500 foyers qui avaient été ciblés et qu'on aille voir les responsables de foyers, qu'on leur explique clairement ce qui doit se passer, je pense que les populations allaient sûrement adhérer à la cause et tenter. Donc en conclusion, EDG doit changer de façon de faire. C'est clair, le travail de fond n'est pas bien fait. Et on saute. Comme il l'a dit lui-même, on saute les compteurs ordinaires, on va directement sur les compteurs prépayés. C'est un test, s'il vous plaît. Oui. À mon avis, il y a Veolia qui a la charge de mettre en place une nouvelle gestion. Il faut qu'on progresse dans cette émission, Antoine, si tu permets. On parle de Veolia, de toute façon. C'est important de se conformer à la nouvelle gestion. Bien, merci. n'est plus la même qu'on a connue avant. Merci Antoine. Se conformer à cela. Merci. De toutes les façons, Veolia dont vous parlez, même cette société, moi je l'ai condamnée parce que j'ai posé la question si Veolia évoluait dans l'énergie dans un pays que quelqu'un connaît, j'ai pas encore trouvé, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ce sont des nettoyeurs, c'est ce que je sais. Il est important que le Guinéen se confie à la rigueur. Moussa Moïse, on s'intéresse aux vieux ponts métalliques de Tanene qui sont en voie de céder. Oui, c'est encore un autre visage, une autre figure de notre qui caractérise le sous-développement dans notre pays et qui passe inaperçu parce que je me demande où est-ce que nos responsables ont les yeux parce que les grandes gueules, les quatre jumeaux, quand vous passez, ces ponts vous interpellent par le grincement de ces barres de fer qui sont fatiguées. Ces barres de fer ont rendu les grandes gueules qu'elle devait faire depuis le temps colonial. Absolument. À l'issue, c'était à l'occasion de la construction des usines, de l'usine de Fria qu'on a mis en place ces 4 vieux ponts. Mais aujourd'hui, ces ponts sont fatigués. C'est pas possible. L'année dernière, un camion de 60 tonnes a percuté l'aile gauche du premier vieux pont. On sait tout le désagrément que ça a causé. Mais au jour d'aujourd'hui, la situation avait été coupée. Moi, je reviens de l'intérieur du pays. Mais c'est extraordinaire. Si rien n'est fait, dans les mois à venir, ces ponts vont lâcher. Et ça va être assez grave pour le pays, pour tout le circuit. Il faut qu'on pense à faire les choses à temps. Qu'on n'attende pas qu'il y ait des victimes, qu'un camion parte, qu'un camion finisse sa course dans l'eau pour que les autorités prennent les responsabilités. Si les ponts ne tiennent plus, à mon avis, depuis des années 50 à 60, ces ponts ont déjà fait ce qu'ils devaient faire. Maintenant, il faut penser soit à leur réhabilitation ou complètement à leur démolition pour passer à autre chose. Si rien n'est fait, on va assister à des drames. Parce que ce qui se passe, c'est surtout le grincement des ourdis. Ces ourdis qui forment ce qu'on appelle le platinage dans le jargon de ceux qui font qui travaillent dans le domaine des ponts de chaussée. Ça a lâché complètement. Je vous dis, passez à votre véhicule, vous sentirez tous ces grincements. Donc ça doit être une priorité pour la nouvelle ministre des Travaux publics. Parce que c'est quand même une voie qui est beaucoup pratiquée. Et ce sont les camions qui desservent toute la région de Bouquet. Toute la région, les camions qui chargent les sables
passent toute la journée sur ces différents ponts, il faut penser à les réhabiliter. Bien. Sinon, il y aura problème plus tard. Bien. Antoine, cette bonne nouvelle, la subvention aux médias privés guinéens, enfin libérée. Les médias privés guinéens libérés, la ministre de l'économie et des finances a finalement signé la subvention et l'Aguipel a rendu public une déclaration dans laquelle elle remercie le ministre du budget, également celle de l'économie et des finances pour cet acte pris. Et à la différence de 3 milliards, désormais les médias auront droit à 2 milliards de francs guinéens. Une diminution, subvention tout de même rabotée. Voilà, une diminution que justifie le ministre par le fait que la plupart des institutions également ont vu leur budget revu à la baisse. Et donc les médias devront se contenter de 2 milliards de francs guinéens. Les jours à venir, ce montant devrait être déversé dans le compte de la HAC et ensuite reparti entre les différents médias. Mais avec cette diminution-là, je ne comprends pas très bien comment serrer la ceinture. Il faut serrer la ceinture. Les grandes gueules. Je me demande bien comment se fait. C'est tout le monde qui est touché par je me demande comment le marasme économique. La repartition, quand on sait qu'en Guinée aujourd'hui, il y a des médias qui fleurissent à longueur de journée, la presse privée... Surtout dans le domaine de la presse en ligne, mon frère. Il y en a beaucoup. Divisé par le nombre qui existe. Et donc, les grands médias vont forcément prendre la plus grande part du gâteau. Bien. Et les petits médias se contenter des petits sous. Bien. Et pour clore avec vous, Antoine, mot d'ordre de fermeture des universités privées, de l'eau dans le gaz. Ouais. Une grande eau dans le gaz. L'université Mercure qui s'est dit scandalisée par la décision des universités privées, de la chambre des universités privées qui décide d'aller en grève le 31 janvier sans saisir toutes les universités du pays. Elle pense que quelques universités se sont réunies et décidé à la place de tout le monde. Mercure notamment n'a pas été saisie par ce mot d'ordre de grève. Elle a reçu une note synthèse et également une lettre d'engagement par rapport à cette grève-là. Et dans la note synthèse, il y a 14 points qui ont été mentionnés. Dans les 14 points, on parle de la plateforme Joliba également, de la subvention accordée aux différentes universités privées. Et au 14e point, ce qui d'ailleurs irrite l'université Mercure, c'est le fait qu'on précise que c'est la mort de Gandhi Touré, Gandhi Faraghe Tunkara, qui serait lié au non-paiement. Qui serait occasionné par le personnel de l'université Mercure. Ce qui est choquant selon les responsables de l'université, parce que dans la lettre, on précise qu'une grève des responsables du personnel de l'université a occasionné une crise cardiaque de Gandhi Tunkara. Et du recteur. Et du recteur. Au regard de cette phrase-là, les responsables de l'université pensent que c'est une diffamation, une accusation grave qu'on porte à leur encontre parce qu'on les accuse de meurtre, ce qui n'inquiète pas. On demande à ce que M. Ousmane Kaba présente une excuse publique à l'endroit de l'université Mercure pour ces propos-là qui trouvent très déplacés, et le fait qu'on qualifie des universités de grandes et d'autres de petites. De coquilles vides. De coquilles vides. On trouve que ce n'est pas pertinent. On pense que ce n'est pas le nombre d'étudiants ou l'infrastructure qui fait l'université, mais la qualité de l'enseignement. Bien. Et donc, c'est ce qui est dit par les responsables de Mercure International, qui pensent qui se disent être scandalisés par cette façon d'agir de ces universités privées. Est-ce qu'ils s'associent finalement à l'initiative au mot d'ordre? Pas du tout. Ils ne sont pas associés au mot d'ordre de grève parce que selon pas non plus ils n'ont pas été saisis par cela. Bien. Et que c'est une tierce personne qui a signé à la place des responsables de l'université sur la feuille qui leur a été soumise. Voilà, donc c'est un mot d'ordre qui semble voué à l'échec. Bon, peut-être, je prends juste les derniers mots d'Antoine. L'université, c'est certes l'enseignement, mais il y a aussi les infrastructures et les équipements. Ça, il faut le reconnaître. Ce que je ne comprends pas dans la démarche de ces fondateurs, c'est bien entendu ces flèches qui commencent à se lancer à distance. Certains promoteurs qui demandent carrément qu'on ferme certaines universités. Je pense que les autres peuvent le dire. Nous, observateurs, nous pouvons dire que telle université peut fermer. Mais ils sont tous des concurrents sur le terrain. Le privé a une vocation. À mon avis, il traite avec des bénéficiaires qui ne sont pas forcément l'État, parce que l'État s'est invité dans ce partenariat il n'y a pas longtemps. Avant, les universités étaient créées pour permettre à ceux qui ne sont pas boursiers de l'État de venir étudier. Pourquoi on fermerait les écoles? Pourquoi on fermerait les universités lorsqu'on sait qu'il y a des étudiants qui y sont envoyés par quand même les parents?
leurs parents et qui payent de l'argent. Mohamed, 30 secondes. Oui, mais vous savez, c'est la faiblesse de l'État finalement qui a mené tout ce grand bazar auquel on est en train aujourd'hui d'assister. Mais pour fermer une université, il faut être clair. Les textes réglementaires affirment qu'il faut 4 évaluations négatives successivement. C'est à partir de là que les autorités peuvent fermer. Donc ceux qui pensent qu'il y a des petites ou des grandes universités, elles-mêmes ont commencé par être petites avant de devenir grandes. Donc, à mon avis, ça n'a pas de sens. Et personnellement, j'ai jamais entendu parler de grève au niveau de l'université Mercure. Et ce que je sais, par exemple, de cette université-là, c'est que à aucun moment, je n'ai entendu un enseignant dire qu'il n'a pas été payé là-bas. Donc, on parle de grève, moi, ça m'a étonné. Quand même, je trouve un peu abject qu'on greffe le décès tragique de 2 personnalités du monde de l'éducation à cette histoire de réclamation des sommes dues par l'État guinéen. Je pense qu'ils ont manqué de courtoisie. Bien. Ils ont vraiment manqué de courtoisie et même d'éthique. Ça ne se fait pas, c'est pas joli vraiment. Merci Mohamed Mara. Continuez à réagir au GG 837 au 657 39 13 13 ou vous allez sur la toile le www.espacefmguinée.info. Les GG reviennent dans moins de 3 minutes. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV. Dans un instant, on prendra la direction des Kagbele. C'est dans Dubreka où le corps d'une fillette de 4 années, âgée seulement de 4 ans, a été retrouvé amputé de plusieurs organes hier auprès du domicile d'un marabout féticheur. Les habitants de la zone survoltée ont mis à sac le domicile de celui-ci avant d'incendier un véhicule 4x4. Dans un court instant, le témoignage du frère de la victime, M. Patrice Koivogi. Nos invités politiques aussi, M. Patrice Camara, il est secrétaire général de l'UNR, et M. Dr Abdoulaye Diallo, lui il est président du mouvement pour la solidarité et le MSD, le parti et le développement MSD. Et plus tard dans la troisième partie, notre invité aussi, cette dame, Madame Camara, ceci par rapport à cette polémique autour de la location d'un appartement à Kaporo dans la commune de Ratoma. On va partir rapidement avec vos SMS. Ce premier message qui dit: Aboubakar, Roby et Moussa Moïse ne payent pas leur facture de DDG, ils sont paniqués. C'est Cissé de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est autre message qui dit, il est très long: Aboubakar, prudence sur le sujet de l'incident d'hier à Kagbele. Voilà un monsieur nommé Bamoussa Diakité qui a déménagé chez lui à Kagbele il y a à peine 3 semaines. Une famille qui estime avoir perdu sa fille est venue le voir pour une fouille de sa maison, chose qui s'est passée devant les responsables du quartier et la police. Le matin, RAS, le matin, il reçoit une plainte auquel il va répondre. De retour à la maison, il se trouve envahi par la famille de l'enfant. C'est ainsi qu'il informe sa grande sœur de lait, qui est madame le chef de cabinet du ministère des Affaires sociales, de l'action sociale. Cette dernière se précipite pour aller en savoir. Elle fut prise à partie et sa voiture calcinée. On va revenir d'ailleurs sur cette actualité dans un court instant. Cet autre message qui vient d'un citoyen anonyme: EDG refuse de payer les contrats de communication signés dans ce sens par l'ancienne administration. Et ce citoyen aussi qui poursuit: il faut mettre les péages pour l'entretien des ponts en Guinée. Et cet autre message, Ibrahima Prince Diallo de la Radio Espace qui vient à la rescousse un tout petit peu. Le kilowattheure est facturé à 200 francs guinéens. Sur la plateforme, ce premier message: salut les GG, moi c'est Antoine Auguste. Si les DG oublient que la communication et la sensibilisation jouent un grand rôle, c'est mieux de dire adieu au projet. Bonjour, c'est Kianasso, monsieur le président de la République. Je me demande quand vous allez vous décider à prendre la véritable mesure pour relancer l'emploi de cette jeunesse guinéenne. Bonjour, c'est toujours ce message, on l'a déjà lu. Bonjour les boss, c'est Bachir. Juste pour dire à Bakayoko, il y a une chambre salon sans douche à Kakimbo ici. Dans le cas où il a l'intention, dans le cas où l'intéressé, dans le cas où ça l'intéresserait, il veut dire, à ce pauvre. Bonjour, c'est Ali Moubindi. La plupart des Guinéens ne payent pas l'électricité, mais on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Bonjour les gars, Aboubakar, dites aux autorités de faire face au problème de la Sotragui avant qu'il y ait mort d'homme. Je vous jure, il y a une tension qui règne
entre la direction et le syndicat. DTS, bonjour les GG, juste dire chapeau à Mohamed Mara, la voix du peuple des GG, et courage à toute l'équipe. Bonjour les GG, j'apprécie ces compteurs puisque ça nous aidera à consommer ce que nous payerons et aussi payer le pillage des 5 dernières années. Bachir, bonjour les GG, il serait important de bannir la violence et se tourner vers des négociations et des consultations, mais le problème c'est le gouvernement. Ce dernier message, on va s'y arrêter. Salut, c'est Diallo Mamadou Dian, Kouraboy d'Alain. Je suis d'accord, le courant doit être payé par les Guinéens, doit payer, mais les Guinéens méritent contre simple Guinéens. Le message est un peu compliqué. On va y aller, Mohamed Mara, avec ce crime rituel dans la préfecture de Dubrika. Ce crime c'est crime. Ça ressemble. Non, ça y ressemble. Voilà. Ça y ressemble. Nous avons envoyé vraiment des reporters sur le terrain. Nous-mêmes, toute la journée, jusqu'à 23h hier, nous étions en communication avec la famille, des sources judiciaires, les sources sécuritaires. Mais qu'est-ce que vous dites quand une enfant de 4 ans a été enlevée de sa concession à 19h? Enlevé, non, Mohamed, il faut peser. Attendez, l'enfant, une fille, la fillette a disparu. Je vous donne ce que la famille m'a dit. Bien. L'enfant était en famille à 19h. Curieusement, à 19h, l'enfant disparaît. 4 ans. C'est une fillette. 4 ans. Alors, on commence à chercher. Vous savez comment ça se passe. Vous allez de concession à concession. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle a été enlevée. Attendez. Faites très attention avec vous pouvez écouter. Oui, allez-y. Vous allez comprendre ce que je dis. Ouais. Je vous rapporte ce que la famille me dit. Et ce que également les autorités nous ont apporté sur cette histoire-là. L'enfant disparaît à 19h. Et vous allez de concession en concession pour rechercher, comme ça se passe partout. Jusqu'à 22h, on ne trouve pas. Alors tout le voisinage décide, disons, d'organiser une sorte de battue en passant de concession à concession avant d'arriver chez ce monsieur-là. Bien, Mohamed, si tu permets. Mais le plus important, parce que vous avez parlé de rituel que Ahmed refute, que pensez-vous d'un corps, d'accord, qui a été mutilé d'une partie des lèvres et des parties génitales? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien. On va en savoir plus avec un membre de la famille de la victime, M. Patrice Koivogi. Il est en direct dans cette émission. Les grandes gueules. Monsieur Koivogi, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé hier dans quelles circonstances votre jeune sœur a été retrouvée, en tout cas amputée de certains de ses organes? Oui, merci pour l'opportunité vraiment que vous m'offrez pour m'exprimer sur ce sujet vraiment qui nous traumatise ces derniers jours. C'était avant-hier aux environs de 22h52 que mon neveu m'avait écrit, parce que moi je loge à Coloma, pour me dire que notre sœur est portée disparue depuis 19h. Comme à sa recherche. Elle leur a dit, ok, je m'apprête pour venir parce que le papa était en voyage sur Zérékoré. Alors, avant d'arriver, tous les citoyens déjà étaient mobilisés pour rechercher la fille. Et par hasard, vers les 22h, le corps a été retrouvé dans une maison inhabitée. Mais pendant les fouilles, tout le monde était là, les mains dans les mains pour chercher l'enfant. Et à côté de chez nous, il y a un monsieur qui vient de déménager là-bas. Les gens sont partis chez lui pour demander, il y a un enfant qui est perdu dans le quartier. Nous fouillons les maisons. Nous voulons fouiller chez vous. Pour dire aux citoyens, le monsieur les a menacés en disant, on ne fouille pas chez moi et celui qui oserait, je suis prêt à le tuer. Vous ne savez pas qui je suis. Ça, ce sont les citoyens qui m'ont dit ça. Arrivé maintenant sur les lieux déjà, vers les horreurs, la gendarmerie était là. On est parti dans la maison où se trouvait le corps de ma petite sœur. Les gendarmes ont fait leur investigation. On a constaté que sur la partie génitale de l'enfant, il y a le sang qui coulait. Les gendarmes m'ont dit, sûrement c'est un cas de viol. Mais pour plus de précision, rendez-vous à Yansidine pour l'autopsie. Ça c'est, on devrait faire ça maintenant hier. J'ai dit ok, pas de problème. Mais déjà dans la foule, les gens disaient, mais comment est-ce que le monsieur là peut être indifférent face à la mort d'un enfant? J'ai appelé l'officier qui était en charge des enquêtes.
J'ai dit, il y a des doutes qui planent sur quelqu'un ici. J'aurais préféré que vous l'envoyiez pour l'auditionner. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas. J'ai dit, ok. Donc comme ça, on a passé la nuit. Le matin, j'ai pris l'enfant avec mon frère pour l'envoyer à Yasdine. Malheureusement, on est venu, on nous a dit non, ce n'est pas un cas de viol, mais plutôt un cas de mutilation génitale. Sur le corps de l'enfant, le sexe a été coupé, selon ce que nous a dit le médecin, et également une partie du nez. Donc j'ai directement appelé à la maison pour dire au papa ce qu'on pensait, c'est pas ça. C'est pas un cas de viol, mais plutôt de mutilation. Alors, directement, les gens ont dit oui, ça c'est une histoire de maraboutage. Et le monsieur en question, qui était soupçonné la nuit, était encore tranquillement à la maison. Les gens ont commencé à douter de lui, de plus encore. Parce qu'il est dans le quartier il y a à peine 2 mois. On ne connaît pas réellement qu'est-ce qu'il fait comme activité. Donc parfois les gros cylindrés qui descendent là-bas la nuit. Moi, je suis à l'hôpital vers 12 h. La tension a commencé à monter entre les jeunes, les femmes et la concession du monsieur en question. Ils ont fait appel aux gendarmes, aux policiers même qui sont venus. Mais les jeunes ont dit carrément que le monsieur n'allait pas bouger. Alors, subitement, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une voiture VA, je vais vous donner le numéro, VA 4534A, appartenant à une certaine dame, Pani Diakité, qui serait chef de cabinet au ministère des Affaires sociales, qui vient au domicile de ce monsieur. Elle a voulu accepter les choses, faire sortir le monsieur. Les gens ont dit non, qu'il ne sortirait pas. La tension a monté. Vers 13 h, avant que je n'arrive sur les lieux, c'est maintenant les cailloux qui partaient par-ci, par-là. Alors, les gendarmes finalement ont réussi à faire sortir les habitants de la maison pour les envoyer à leur base. La maison a été complètement cassée, le véhicule brûlé par les citoyens. Certains jeunes ont eu le courage de rentrer dans la maison. Oui. Et c'est là maintenant on a eu réellement les vraies preuves que le monsieur est un habitué des faits, un marabout réellement qui pratiquait ces activités pareilles. On a trouvé des photos où il y a des cœurs humains, des sexes. Si vous ne croyez pas ce que je vous dis, mettez-vous en rapport avec moi, je vous montre les photos. J'ai encore une partie a été déposée au commissariat. Donc dès que les photos ont été vues, tout le monde était rassuré que oui, c'est lui. Et subitement encore, à côté des photos, on a vu un drap blanc qui était trempé de sang. J'ai dit oui, ça au moins ça, c'est le sang de ma soeur. Donc là, de là-bas, ma mère était vraiment sur les nerfs. Elle est partie au commissariat avec les policiers. Les femmes les ont rejoints là-bas. La tension montait finalement. Je me suis dit, bon, si déjà il est entre les mains des autorités, on va finalement s'en remettre à la justice. Je me suis rendu sur les lieux avec mon frère. On a pu calmer les femmes et les jeunes qui sont retournés à la maison. Et immédiatement, la procédure a commencé. Oui. Je crois bien que M. Mara m'a appelé hier soir. Il a parlé aussi avec l'officier qui est en charge du dossier. Oui. Il a clairement affirmé que oui, le monsieur est réellement l'auteur de la chose. Avec les preuves qu'on a trouvées avec lui, on peut vraiment déjà croire à ce qu'on appelle sa culpabilité. Donc, hier, ma mère a été interrogée. Ce matin, je suis venu pour les dernières analyses sur la petite. Et après, j'irai encore là-bas au commissariat pour voir la suite du problème. Moussa Moïse, peut-être une dernière question? Oui, et donc, lorsque la foule est venue, parce que c'est assez horrible cette histoire, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse agir ainsi sur une jeune petite fille de 4 ans, c'est pas possible, qu'on lui mutile le corps, qu'on prenne ses parties génitales, c'est exactement horrible. Mais j'aimerais comprendre la fouille dans le domicile de ce prétendu marabout féticheur. Qu'est-ce que ça a réellement donné? Il y avait la police lorsque la foule entrait, ou bien la fouille a été effectuée par les habitants du quartier? La police était là. Mais quand la police est venue, la police n'a pas effectué de fouille.
Eux, ils étaient là juste pour protéger ce qu'on appelle les habitants qui étaient à la maison. C'est quand ils ont exfiltré le monsieur et ses collaborateurs-là que les gens sont rentrés à la maison pour faire sortir les photos. Avec des talismans et autres. Des canaries, tout avec moi d'abord. Bien. En tout cas, merci, Monsieur Patrice Koivogi. Je rappelle, vous êtes un frère de cette fillette de 4 ans, Mariam Koivogi, qui a été retrouvée, dont le corps a été retrouvé du côté de Kagbelen Plateau, c'est dans Dubreka. Merci et bon courage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ça n'est terminé. Ahmed, peut-être un petit mot à placer avant d'aller à la pause. Oui, un petit mot. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une possibilité de vérifier tout. Parce que quand tu nous dis qu'ils ont retrouvé un drap blanc où il y avait du sang, dans nos hôpitaux, on est capable de comparer les deux pour savoir exactement si c'est le sang de la petite. Et les photos aussi également, puisqu'il nous a signalé que oui, c'est vrai que la police était là, mais c'est pourquoi parfois les populations aussi doivent laisser le temps aux agents de sécurité de faire leur travail. Parce que devant la justice, détruisant tout comme ça. Mais même si on ne détruit pas, oui, ces photos, qu'est-ce qui fait l'authenticité de ces photos, puisque ce sont les populations qui ont récupéré ces photos et non les forces de sécurité qui sont quand même, il faut signaler, qui peuvent garantir tout cela devant la justice. Bien. Donc c'est pourquoi les populations parfois doivent faire très attention. Bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut mener les enquêtes. Si cet homme est reconnu coupable, vous êtes d'accord maintenant qu'on est dans le cas de figure d'un crime rituel? Non, pour l'instant, j'attends. Ce n'est pas à moi de le confirmer. Bien. Mais je pense que ce crime, il est horrible et ça n'a tout l'air. Merci. Mais j'attends que ceux qui disent que c'est un crime rituel. Merci Ahmed. Mohamed Mara, je vous promets, et tous les autres, on revient sur cette grosse actualité en tout cas qui agite les esprits du côté de Dubreka. Nous marquons une pause de moins de 10 minutes et derrière, toute l'équipe au mieux de sa forme, on revient. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.